Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette table ronde qui a pour thème les défis de la mobilité, une initiative de d'Iteren. La semaine de la mobilité se terminera par le traditionnel dimanche sans voiture et c'était donc l'occasion de se pencher sur la mobilité et ses défis dans un monde en pleine mutation. Alors nous connaissons tous les embouteillages monstres à l'entrée des villes, comme à Bruxelles et Anvers. On a nos prises de conscience écologiques et durabilité, et puis les nouvelles habitudes liées à la crise du Covid-19. Et dans ce contexte, comment va évoluer notre mobilité? Et pour en parler, j'ai invité Denis Gorteman, vous êtes CEO chez D'Ieteren, bonjour. Bonjour. Bruno Wattenberg, ambassadeur de l'innovation chez EY. Bonjour. Et Damien Drouan, expert en mobilité du futur et CEO chez Romax Consult. Bonjour. Alors, première question, est-ce que vous avez été bloqué dans les embouteillages avant d'arriver ici? Ce ne fut pas simple d'arriver, effectivement, compte tenu de tous les travaux que nous avons sur les voies publiques. Ce fut un petit peu compliqué, je dois bien l'admettre. Alors pour nos téléspectateurs, on est dans un studio qui est situé un petit peu avant Anvers, donc c'est un petit peu compliqué. Il faut traverser le ring de Bruxelles. Quand on arrive de Bruxelles, arriver jusqu'ici, c'est un petit peu compliqué. Et Damien... Ça allait, c'était très acceptable, pas de fil. Mais chance que nous avions rendez-vous aujourd'hui et pas hier, parce que vous aviez posé la question hier avec le ring complètement à l'arrêt pendant plusieurs heures. Mais pour le reste du temps, force est de constater, quand on vient de Bruxelles ou Brabant-Wallon, je ne sais pas d'où viennent mes comparses aujourd'hui, la voiture reste un petit peu inévitable en matière de flexibilité, de confort, de simplement être certain d'arriver à l'heure avec le petit compagnon qui va de pair, qui est l'application bien connue, pour être sûr de ne pas se retrouver comme hier, complètement bloqué pendant quelques heures. Est-ce que l'un d'entre vous a envisagé un autre moyen de transport que la voiture, même si j'entends que c'est indispensable? Non, comme le dit Damien, effectivement, d'un point de vue flexibilité, étant donné l'agenda, le travail et autres, il fallait un moyen de transport qui soit flexible et à disposition, donc la voiture personnelle. Alors, idem, hein, moi je venais de l'UNIF, donc si j'avais dû prendre le train, j'aurais dû annuler un des deux rendez-vous, et donc voilà. C'est un petit peu compliqué. Alors, en parlant de mobilité, D'Ieteren a commandé une enquête, c'est l'enquête Polaris, qui a été menée auprès de 4000 Belges. Et cette enquête, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que les Belges attendent une mobilité fluide et durable, c'est logique, mais est-ce que c'est réaliste aujourd'hui, en 2021? Alors, est-ce que c'est réaliste aujourd'hui, en 2021, dans l'état actuel des choses? C'est réaliste d'y penser. Il va falloir en tout cas mettre beaucoup de choses en œuvre pour y arriver. À commencer peut-être à se poser la question de pourquoi dois-je me déplacer? La première question à se poser, c'est dois-je vraiment me déplacer? Le Covid nous a appris qu'on pouvait travailler par exemple autrement, qu'on pouvait même suivre des cours autrement. Vous donnez cours, Exactement. Vous l'avez fait également à distance. La meilleure mobilité, c'est celle qu'on ne doit pas faire quelque part. Donc la première question à se poser, c'est celle-là. La seconde, ça touche également à nos habitudes. Lorsque nous allons au travail, lorsque nous allons à l'école, c'est les mêmes jours et souvent les mêmes heures. Faut-il tous se déplacer au même moment pour aller vers les mêmes endroits? Vous parliez de Bruxelles et Anvers. Pourquoi tout doit toujours se passer au même moment et aux mêmes endroits? Ne peut-on aussi étaler beaucoup plus le trafic? Notre pays est ce qu'il est. On ne va pas l'agrandir, on ne va pas agrandir les routes. Il faut donc aussi fluidifier ce trafic par une meilleure gestion du temps peut-être de chacun d'entre nous et une meilleure interprétation et connaissance du pourquoi je dois me déplacer. Une réaction, Damien? Une meilleure gestion, nous dit-on, du pourquoi on se déplace? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, et en même temps, on a vu que l'enquête à laquelle on faisait référence montrait qu'il y avait une tendance à revenir à la normale et que, quelque part, on a l'impression que beaucoup de collaborateurs, en tout cas, sont un peu dans les starting blocks pour refaire ce qu'on faisait de la même manière, c'est-à-dire au même endroit, au même moment, aux mêmes heures, avec les mêmes pics évidemment de trafic, surtout si on reste en mode autosolisme, c'est-à-dire tout seul dans sa voiture, puisqu'il y a, je crois, en moyenne 1,2 personnes par voiture dans les heures de pointe, direction Bruxelles. C'est mieux que Paris, là c'est 1,05, donc c'est vraiment tout seul dans sa voiture. Il y a certainement des alternatives à ça, oui.
Mais je rebondis sur ce que vous disiez. Vous l'avez dit, Damien, à l'entame de ce débat. Hier, on a eu des embouteillages monstres. Aujourd'hui, j'ai constaté que le ring de Bruxelles était extrêmement dense. Moi, j'ai l'impression, ces jours-ci, depuis la rentrée, que le Covid, c'est une... Enfin, je ne vais pas dire une vieille histoire, mais en tout cas, en termes de mobilité, on a retrouvé nos vieilles habitudes. Business as usual. Je pense qu'il y a deux éléments qui transparaissent de la discussion qu'on vient d'entamer. C'est il y a une volonté, et la volonté, elle est culturelle, elle est nourrie par l'habitude. On ne remet pas facilement en question ces habitudes de mobilité, particulièrement celles liées aux enfants et à l'école. On n'habite pas, comme dans d'autres pays, à un endroit où on met ses enfants, on fait ses achats. On a des habitudes de choisir une école parce qu'on veut cette école-là. Donc il y a toute une série de choses liées à la volonté. Et puis alors, il y a un autre facteur qui est réellement la possibilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les possibilités ne sont pas ouvertes pour avoir un véritable mix de déplacements, de moyens de déplacement en fonction de nos objectifs. Et donc, on ne peut aller que vers une transition pas à pas. Et comme le disait Denis, ça va encore durer plusieurs années, facilité notamment par la technologie. Je pense qu'on a beaucoup à recevoir de l'intelligence artificielle qui va pouvoir un petit peu permettre de rapprocher l'offre et la demande de mobilité. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas une solution miracle, il n'y a pas une chose qui va s'imposer, mais il va falloir avoir tous les acteurs autour de la table alignés, notamment les groupes qui fournissent les moyens de déplacement. Malheureusement, je ne peux constater qu'on est encore très très loin de cet alignement entre le privé, entre le législateur, le public et ainsi de suite. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas de nouveau aux législateurs, à l'État, à prendre le taureau par les cornes? Parce que pendant le Covid, ça a été possible. On nous a tous dit, vous faites du télétravail. Tout le monde a fait du télétravail, on n'avait pas le choix. Là, on nous dit, vous pouvez retourner au bureau si vous voulez, si vous êtes vacciné, si vous avez ce qu'on appelle le pass sanitaire. Et tout le monde se jette sur les rues et retourne au boulot. Le politique a clairement son rôle à jouer. D'abord, effectivement, c'est d'avoir une vision pour la mobilité. Un pays très proche de chez nous, la Hollande par exemple, a clairement développé cette vision de la mobilité unifiée sur l'ensemble du territoire. Il y a des endroits où la voiture est autorisée et les investissements ont été faits pour pouvoir mieux gérer le trafic. Il y a des endroits où la voiture n'est clairement pas autorisée. Il y a d'autres moyens de transport qui sont mis à disposition pour permettre aux gens de se déplacer. En Belgique, cette vision n'existe pas, ni à l'échelon local et encore moins à l'échelon national. Et donc c'est vrai que les acteurs privés ont leur rôle à jouer, mais c'est très difficile pour nous de pouvoir déployer nos solutions sans véritable vision du futur de la mobilité au niveau politique. Et donc moi j'en appelle véritablement à un travail en commun, public-privé. Damien, je vous vois opiner du chef. Ah oui, tout à fait, parce que le fait est que la mobilité est morcelée. Si on regarde au niveau politique, voilà, on va pas faire deux politiques ici, mais le fait que ce soit régionalisé a comme conséquence pour l'utilisateur au quotidien que être un after n'est pas la même chose d'une région à l'autre. Faire du covoiturage, pareil, parfait exemple. Depuis la Wallonie vers Bruxelles, vous avez une bande de covoiturage, puis on a un coup qui disparaît. Pourquoi ? Parce qu'on change de région. La taxation est très mouvante également d'une région à l'autre. Je m'occupe beaucoup de vendeurs, pour eux c'est très très compliqué, surtout en région bruxelloise, entre les personnes qui peuvent déduire ou pas, avec une société de leasing qui se trouve en Flandre, mais eux se trouvent dans une autre région. Et on voit du coup des outils de mobilité différents utilisés par des personnes sans aucune coordination en effet. Sans vision. Et sans vision, ouais. Un véritable casse-tête. Vous l'abordez un petit peu, c'est la question aussi qui est centrale, c'est le coût de cette mobilité, c'est cher en Belgique. Elle est chère pour tout le monde, j'ai envie de dire. Si on prend la voiture, d'abord, qu'est-ce qu'elle rapporte ? La voiture en tant que telle, une année normale, on va prendre l'année 2019, c'est 22 milliards dans les caisses de l'État et des régions, au travers des différentes taxes, accises et autres. Il est évident que c'est une manne dont l'État ne peut pas se passer. À côté de ça, elle est chère et compliquée à comprendre pour à la fois les sociétés et les particuliers, comme vous venez de l'expliquer. Elle est chère pour les entreprises, parce qu'on passe du temps dans les embouteillages. Et elle empêche effectivement cette fluidité des personnes, et des biens aussi, parce qu'on parle des personnes, mais aussi le transport de choses dont il faut tenir compte. Donc il faut envisager la mobilité comme étant un moyen, et pas comme étant quelque chose de néfaste. La mobilité, c'est un droit, c'est inscrit dans la charte. On ne peut pas s'en passer. Mais non, c'est un droit une dictature, la première chose qu'elle fait, c'est empêcher les personnes de se déplacer. On n'est pas en dictature.
Très bien. Vous parliez du coût de la mobilité et j'avais envie d'aborder avec vous les solutions qui sont dans les pipelines. Oui. Alors, est-ce que elles sont adéquates? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pas réaliste? Ou est-ce que c'est envisageable à l'horizon, je ne sais pas moi, dans 10 ans, dans 20 ans? Alors là, ce qu'on se rend compte au travers justement de l'étude Polaris à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure, c'est qu'il y a 2 grandes catégories de besoins, les entreprises et les particuliers. Les entreprises sont très demanderesses pour leur personnel de solutions de multimodalité, c'est-à-dire le fait de pouvoir utiliser pour différents déplacements ou pour un même déplacement différents moyens de transport, unifiés, si possible, dans une seule taxation, un seul paiement et une seule application. Le particulier, lui, a plus envie de rester accroché à son transport personnel et est un petit peu plus difficile à lâcher sa voiture. Mais les solutions, elles existent. Que ce soit les véhicules partagés, que ce soit les capacités, effectivement, au travers maintenant des voitures connectées, de pouvoir mieux comprendre, je dirais, son trajet en voiture avec le trajet de train, avec les places de parking, avec justement la possibilité de pouvoir réserver un véhicule partagé quand vous approchez d'une ville. La mobilité avec le voisin, exactement. Les enfants. Donc la technologie, comme tu le disais tout à l'heure, permet effectivement de pouvoir mettre en œuvre de nouvelles solutions, mais c'est un changement culturel. Les plus jeunes d'entre nous se souviendront des autocollants qu'on voyait sous les voitures dans les années 70-80. Ma voiture, ma liberté. Oui. J'ai envie de dire, moi, ma mobilité, ma liberté. Ce n'est pas forcément la voiture. Moi je ne serais pas pessimiste en tout cas parce que on voit une jeune génération qui est en train de pousser vers ce mix de mobilité. Les jeunes qui commencent à travailler aujourd'hui, on le constate chez nous, chez EY, ils ont intégré cette mobilité dans le mix et on est obligé de leur proposer des applications et ce mix de mobilité où ils ne vont pas opter pour juste un véhicule société, mais ils vont combiner les transports en commun, un vélo et ainsi de suite. Et donc là, ce qu'on appelle chez nous le Flex Reward permet de pouvoir avoir des curseurs pour non seulement leur donner une personnalisation, mais aussi le faire évoluer dans le temps. Quand vous avez des jeunes enfants, vous voulez peut-être retourner à la voiture. Donc du côté de l'offre des entreprises, ce type d'offre est en train d'arriver à maturité. Par contre, si on veut commencer à combiner une trottinette publique et ainsi de suite, mais sur une voiture, il y a un avantage toute nature, sur la trottinette pas, comment est-ce qu'on va le gérer? Ça veut dire qu'il y a un absolu besoin de pouvoir rapidement faire évoluer le cadre légal et fiscal pour pouvoir permettre cette flexibilité dans l'offre pour l'utilisation professionnelle pour les gens qui travaillent. Et alors, c'est vrai que c'est un peu le même constat sur la mobilité personnelle, particulièrement les gens qui ne sont pas des citadins. Toute la Belgique n'est pas citadine. Oui. On ne peut pas, certains ne peuvent pas se passer de voiture et s'accrochent légitimement à cette voiture. Il faut aussi l'accepter et les aider à trouver des solutions. Alors, Bruno disait qu'il fallait revoir toute cette taxation et essayer de faire en sorte que ce soit plus simple. Qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme solution? Alors, le cadre doit changer, mais il a déjà changé. Il y a déjà eu plusieurs initiatives. Au niveau des sociétés, c'était Cash for Cars, qui n'a pas été un énorme succès, et assez logiquement, puisque lorsqu'on remplace un objet, une voiture qui vaut un montant, mettons 30 000 € ou 800 € par mois... Et un salaire poche important. Et un salaire poche, pourquoi? Parce que la Belgique a cette spécificité d'avoir une taxation du travail très très importante. C'est pour ça que la voiture de fonction, évidemment, j'apprends rien, s'est imposée. Mais lorsqu'on a essayé de remplacer ça par un tout petit budget, évidemment, beaucoup de personnes n'ont pas opté. Les mentalités changent. Très probablement, la crise du Covid est passée par là aussi et fait que beaucoup, on connaît tous des couples qui ont 2 voitures de fonction et pendant des mois, cette voiture, à part prendre la poussière, regardez le nombre de réparations de batteries qu'il y a dû avoir lieu parce que les voitures ne bougeaient plus. Donc ça permet également de changer les mentalités. Donc là, le cadre a changé, Cash for Cars a laissé le pas au budget de mobilité. Un budget de mobilité, pour de grandes entreprises, j'imagine qu'avant c'était assez facile. Il y avait un fleet manager qui décidait on prend des Audi A4 grises ou grises et sera grise avec le pack fleet. Et aujourd'hui, il faut quelqu'un qui soit vraiment capable d'offrir tout un package de mobilité. Donc le cadre est en train de changer au niveau des entreprises. Et pour en revenir à la mobilité personnelle, il y a malheureusement une autre spécificité en Belgique. Lorsqu'on regarde par rapport à tous les pays frontaliers, c'est qu'il n'y a pas de prime sur les véhicules électriques. Alors, vous parliez de la mobilité, est-ce que la mobilité verte ou éco-responsable est chère ou pas, force est de constater qu'il y a de la déductibilité. Donc pour les entreprises, c'est assez intéressant. On est même les seuls à avoir une très belle, énorme déductibilité pour des hybrides rechargeables. Mais malheureusement, pour les particuliers, il n'y a pas, ce qui permet au moins d'avoir un prix d'achat qui devient raisonnable. Même si on sait que par la suite, on est toujours gagnant avec l'électrique. Absolument. En assurance, en consommation, en après-vente.
Denis, vous êtes d'accord? Entièrement d'accord, et je plaide effectivement pour qu'on aide aussi les particuliers de passer à la mobilité que nous connaissons aujourd'hui vers l'électromobilité de demain. Nous y avons tous intérêt, nous avons tous les objectifs CO2 à atteindre, mais je pense que c'est aussi un moyen de penser autrement sa mobilité à partir du moment où on passe à l'électrique. Je constate aussi que ce sont les clients qui utilisent la voiture électrique qui sont le plus à même de pouvoir utiliser la multimodalité. Ce sont des personnes, généralement des entreprises, qui sont aussi plus en avance sur leur temps. Ce sont elles qui peuvent apporter ce genre de solution. Et quand vous disiez tout à l'heure, par le passé, on donnait une solution de voiture, c'est vrai que chez D'Ieteren, aujourd'hui, nos équipes Fleet ne s'appellent plus Fleet, c'est Group Mobility Solution. Ils vendent à la fois les véhicules, mais aussi tous les produits de mobilité que nous proposons en tant que service. Je crois que c'est vraiment une belle explication de la part de Denis, parce que ce n'est plus un produit qui change la donne. C'est le produit et l'ensemble de son environnement. Et pour le professeur de stratégie que je suis, c'est très facile d'expliquer ce que j'explique à mes étudiants. Aujourd'hui, on ne pousse plus un produit avec la publicité, on doit venir avec une solution. Et il n'y a aucun aussi bon exemple que celui de la mobilité aujourd'hui, où si on n'a pas une solution homogène qui prend en compte toute une série de paramètres légaux, fiscaux, infrastructures et ainsi de suite, ça ne marche pas. On n'arrivera pas au changement de paradigme et on n'accélérera pas le changement culturel. Le propre d'une culture, c'est de mettre longtemps avant de changer. Notre enjeu, qu'il soit chez D'Ieteren, qu'il soit chez EY, qu'il soit dans la société pour le législateur, c'est d'accélérer ce changement culturel. Et ça se fera par une stimulation, par l'offre de solutions. Tout à fait. Alors, je vous coupe un petit instant, parce que du coup, si je suis votre raisonnement, alors les idées du législateur qui sont, par exemple, de supprimer l'avantage en nature de voitures de société, c'est peut-être pas la bonne solution. Enfin, il y a plusieurs choses dans le pipeline. Quel est votre regard là-dessus ? Ça doit être un curseur. Peut-être Damien travaille plus sur ce volet fiscal, mais ça doit être un curseur parmi d'autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour la solution globale, il y a trop de fragmentation entre différents acteurs et il faut absolument cette concertation. Et cette concertation sur une vision commune. Si on n'a pas cette vision commune, on va polluer encore plus pendant les 10 prochaines années. Parce que moi, j'ai ici sous les yeux une étude du Bureau fédéral du plan, donc une étude de 2019 qui nous dit que la suppression de l'avantage fiscal pour les voitures de société permettrait aux finances publiques d'économiser 1,9 milliard d'euros et de réduire le trafic automobile de 3,6%. 3,6%, c'est anecdotique. Vous êtes d'accord ou pas ? Tous les gains sont bons à prendre, mais Alors, il y a plusieurs choses là derrière. Alors, les 3,6%, déjà, l'étude Polaris montre que normalement, la tendance vers laquelle nous allons suite à la crise du Covid, c'est une diminution déjà naturelle des kilomètres parcourus en voiture personnelle d'environ 6%. D'accord. Donc ça, c'est déjà un premier gain. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. La voiture de société, elle existe parce qu'il y a une taxation trop élevée sur le travail. Supprimer ou alléger la taxation sur le travail, il n'y a plus de débat sur le véhicule de société. Dire que le véhicule de société, si on supprime l'avantage, va rapporter 1,9 milliard, on n'a rien résolu. Le travail coûtera encore plus cher. Ça veut dire que c'est l'employeur qui va devoir compenser tout cela. C'est escamoter une partie du problème. Ce n'est pas admettre la raison, la cause. La cause, c'est le coût du travail. Ce n'est pas le véhicule de société. Alléger la taxation sur le travail et on résout le problème du véhicule de société. Et aujourd'hui, on peut arriver à un paradoxe où, pour satisfaire dans le cadre d'une guerre des talents, il y a plus de 70% dans les 3 régions des employeurs qui ne trouvent pas les talents. Eh bien, la voiture de société, elle va augmenter. Mais ce n'est pas la voiture de société en tant que telle, c'est les solutions de mobilité. Ça veut dire qu'on pourra avoir plus de voitures de société en nombre, mais qui font moins de kilomètres parce qu'elles sont intégrées dans un plan plus global de mobilité. Très bien. Et paradoxalement, nous avons besoin de plus de véhicules de société dans le parc automobile parce que ce sont les véhicules technologiquement les plus avancés, qui polluent le moins et qui sont les plus sûrs. Donc, si on veut véritablement verduriser le parc, c'est la meilleure manière d'y arriver. Et avec les incitants actuels, c'est ce qui se passe, puisqu'on a quand même pas mal d'opérateurs, surtout certaines entreprises presque obligées, parce que travaillant dans le secteur de l'énergie, qui remplacent déjà aujourd'hui tout leur parc par des véhicules 100% électriques. Après, il faut que les usages et les possibilités suivent. On en parlait avant, par exemple, des jeunes consultants en entreprise qui ne sont pas forcément dans la tranche d'âge où on a sa maison, on a sa solution de recharge et qui, du jour au lendemain, passent d'un diesel
un véhicule électrique qui a de facto une autonomie inférieure à ce qu'on a connu avec des diesels, des 800, 900, même si on n'en a pas besoin. Et donc, il faut s'adapter à cela. Et lorsqu'on voit qu'à aujourd'hui, 90% des recharges et des temps de recharge se font à domicile, il faudra absolument que pour les domiciles de tout le monde, il y ait cette même solution, sans quoi une partie de la population, qui en plus parfois n'a pas cet avantage d'un véhicule de fonction, va devoir se rabattre sur les bornes publiques pas forcément disponibles et très chères. Mais c'était ma question suivante. C'est-à-dire qu'il y a des incitants, on nous incite à acheter de l'électrique, mais est-ce que demain, c'est envisageable d'avoir un parc constitué de 100% de voitures électriques? En vous écoutant, j'ai l'impression que la réponse est non. Denis, quel est votre sentiment? Écoutez, sur base de ce que nous savons aujourd'hui, ce que nous savons, c'est ce que nous disent les énergéticiens. En termes de production d'électricité, il y a de quoi alimenter 3 millions de voitures dans le parc automobile. Le parc automobile belge, c'est donc grosso modo 5 800 000 voitures. Donc avant d'arriver à 3 millions de voitures, il y aura déjà un petit peu de temps qui va passer, d'eau qui va couler sous les ponts. Mais le problème, ce n'est pas la production de l'énergie, c'est apporter l'énergie là où il faut recharger la voiture. Alors, apporter l'énergie à une maison 4 façades, généralement, ça ne pose pas de problème. Dans la majorité des bureaux non plus. Mais les vraies questions, ce sont ceux qui vivent en ville, qui vivent dans des appartements. Comment fait-on là, effectivement, pour amener l'énergie au moment où la personne et la voiture en a besoin? Ça, c'est la vraie question, avec des changements d'habitude à la clé. Si vous rentrez chez vous le soir et vous récupérez votre voiture le lendemain et que vous laissez charger toute la nuit, ça n'ira pas. Il n'y aura pas suffisamment de recharge pour tout le monde. Donc il faut aussi changer sa façon de faire. Et ça, c'est compliqué. Mais est-ce que, quand je vous écoute, je me demande si ce n'est pas aussi le législateur qui devrait s'emparer de cette question et peut-être aider à installer des bornes de recharge partout dans la ville, les multiplier, créer des parkings à recharge, j'en sais rien. Je pense qu'il faut être créatif. Est-ce que c'est vraiment le législateur? Oui, on a vu que par exemple pour les permis avec les pompiers dans les parkings souterrains, il y avait des problèmes pour les bornes. Donc ça, c'est en voie d'être résolu. Mais c'est plutôt une question de volonté politique, de mettre les budgets. Et la seule solution, c'est de le faire en partenariat avec le secteur privé pour pouvoir équiper les parkings de surface, certains parkings de surface, très rapidement, avec les partenariats, avec ceux qui distribuent l'électricité. Si on ne peut pas garantir à quelqu'un qui a un appartement, qu'il aura la possibilité de recharger dans des bonnes conditions, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, quand vous rechargez, si votre voiture, la charge est terminée à minuit, vous devez sortir pour aller la parquer ailleurs, pour laisser la place libre. Hein. Et donc, si on n'a pas une solution réaliste pour les gens qui ont des appartements et qui n'ont pas la chance d'avoir une maison, à ce moment-là, il n'y aura pas de passage en masse à l'électricité. Et là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de recherche et développement? Parce qu'aujourd'hui, il faut, je ne sais pas, 4-5 heures pour recharger sa voiture. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des stations de recharge rapide avec la question corollaire? Et est-ce que ça ne va pas nous coûter beaucoup plus cher en taxe sur l'électricité? Les technologies existent, que ce soit par induction ou par charge ultra rapide. Les batteries sont en train de changer, mais il faudra probablement 3 à 4 années pour que ces nouvelles technologies puissent réellement être arriver sur le marché, et encore peut-être 3 ou 4 années pour qu'elles puissent se diffuser largement. Et on n'est pas capable aujourd'hui, face à l'enjeu environnemental, d'encore attendre 6-7 ans que ça arrive. Il faut, sur base des technologies existantes, pouvoir équiper les rues en pensant déjà aux technologies suivantes. Sinon, il n'y aura pas de diffusion de cette électromobilité. Damien, je vous voyais hocher. La technologie évolue déjà, que ce soit au niveau des batteries, effectivement, on parle toujours lithium-ion, mais entre-temps, c'est déjà en train de passer à d'autres générations, aussi beaucoup moins énergivores, aux fameux matériaux rares qui sont utilisés, avec des temps de recharge qui sont déjà en train de se raboter année après année avec des autonomies qui ne font que croître. Il y a 10 ans, l'autonomie moyenne, 100-150 km, on était content. Donc au niveau des voitures, c'est déjà en train d'évoluer. Au niveau des infrastructures, effectivement, le problème, c'est si tout le monde recharge en même temps, mais doit-on recharger en même temps? Doit-on partir tous les matins en même temps au boulot? Il faut savoir que sur un parking d'immeuble, et de toute façon, une voiture en général passe 98% de son temps à dormir. Donc tout le monde ne doit pas recharger en même temps. La technologie permet déjà de lisser les recharges, les bornes dites intelligentes qui vont vraiment niveler. Maintenant, à qui, effectivement, de qui est-ce la responsabilité? Si on reprend l'exemple des immeubles à appartements,
Je peux imaginer qu'il y a une dizaine d'années ou 20 ans, quand on a commencé à obliger, tous les immeubles à se mettre en double vitrage et à s'isoler, ça a été une contrainte. Et puis les syndics de propriétaires et les propriétaires eux-mêmes ont dû s'y mettre. Est-ce que dans l'avenir, on ne devrait pas passer à ça ? Prenez qu'il y a plus de 10% de la population qui vit dans ce type d'immeuble. Dans tous les cas, on doit faire en sorte que demain, ces personnes-là ne soient pas pénalisées par rapport à celui qui aujourd'hui a cette facilité, cette flexibilité et ce coût très faible de pouvoir recharger chez lui à un coût, que ce soit par heure ou par kilowatt, qui est 2-3 fois inférieur à une borne publique de rue qui ne sera pas toujours libre, etc., etc. Y compris, Damien, pour les vélos électriques. Hein. Oui. Donc c'est pas uniquement la voiture. C'est la même problématique. Je voyais que vous vouliez réagir à ce que disait Damien. Absolument, c'est le fait effectivement de pouvoir, à un moment donné, donner un signal très clair. Le gouvernement s'apprête à voter une loi qui va contraindre quelque part par la taxation le parc automobile des véhicules de société à devenir électrique. Si vous voulez avoir un véhicule de société qui puisse encore bénéficier d'une certaine déductibilité, il devra être électrique. Donnons maintenant un signal aux particuliers. Et le signal aux particuliers, c'est entre autres par l'infrastructure que ça peut passer. Aidons à ceux qui veulent investir dans les bornes, aidons-les. Aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui possède les pompes à essence. Par contre, c'est l'État qui délivre les permis de bâtir ou les permis d'exploitation. Aujourd'hui, en obtenir pour pouvoir mettre des bornes est compliqué. Facilitons cela. Aidons. C'est plutôt de cette manière-là, justement, de manière positive, qu'on peut aider aussi à la transition vers l'électromobilité. Bruno, vous aviez d'ailleurs un exemple par rapport à des bornes. C'est un exemple vraiment très, très criant. Il y a un an, mon fils a rejoint une entreprise de consultance. Et il a opté pour une mini électrique, c'est un jeune, et donc il est sensible à l'environnement, et un vélo électrique. Et donc, à partir du moment où il a eu ça, bien évidemment, c'est un jeune travailleur, donc il est en colocation près de la place du Châtelain à Bruxelles. Et donc, il fait une demande à sa commune, il se renseigne, il va voir, et il y a une procédure régionale qui permet de demander une borne, de pouvoir la justifier, qu'on installe devant chez lui un espace de charge qu'il va bien évidemment partager. La commune n'était pas au courant, donc il fait une demande, il envoie un courrier, 2 courriers, pas de réponse. Et puis à ce moment-là, il commence un petit peu à pouvoir poser des questions. Et donc en fait, aujourd'hui, 1 an et demi après, il n'a toujours pas de solution. Et personne n'est capable de lui dire si un jour il y aura une borne dans les 2 prochaines années. Mais en attendant, il a sa voiture qui roule donc majoritairement sur le carburant traditionnel. Non, parce qu'elle est électrique. C'est une 100% électrique. C'est une 100% électrique, donc ça veut dire qu'il est obligé de recharger au bureau, mais comme il est en télétravail, fréquemment, il vient manger à la maison chez ses parents pour pouvoir recharger. Non, mais c'est du vécu, et ça explique la problématique réelle de dire quelqu'un qui a cette conscience écologique, qui veut passer une électromobilité, eh bien, aujourd'hui, l'infrastructure ne le permet pas. Et là, c'est triste, puisqu'on a quelqu'un qui est déjà convaincu. Oui, mais on en revient à notre discussion de départ, c'est-à-dire que c'est un changement de mentalité, un changement de prisme chez tout le monde. Alors, vous l'aviez évoqué un petit peu tout à l'heure, Denis. J'imagine qu'il y a des exemples dans les pays limitrophes ou un petit peu plus lointains, où on est déjà plus loin dans la réflexion sur la mobilité durable, fluide. On ne va pas toujours prendre l'exemple de la Norvège, où là, on est plutôt à 80% et plus de véhicules électriques, mais prenons à nouveau la Hollande, très très proche de chez nous, un pays en termes, je dirais, de géographie et autres, assez comparable au nôtre. L'électromobilité, c'est devenu une réalité. Trouver une borne publique à Amsterdam n'est absolument pas un problème. Il y a plus de bornes publiques à Amsterdam qu'il y en a dans toute la Belgique. Ça veut tout dire. Ce n'est absolument pas un problème aujourd'hui de prendre sa voiture électrique pour aller d'un bout à l'autre de la Hollande. Ça ne pose même pas question. Donc ça veut dire que là, les pouvoirs publics ont fait en sorte de permettre aux opérateurs privés de pouvoir déployer ce réseau. Et ensuite, forcément, la clientèle s'est dirigée vers les produits. Parce que les produits sont intéressants et plaisent à la clientèle. Mais il faut enlever les freins. Et il est clair que l'autonomie, la peur de la recharge est un frein. Et pour continuer sur cet exemple des Pays-Bas, qu'est-ce que l'État néerlandais a mis en place pour justement faire cette bascule? Donc on a investi dans les infrastructures, et quels sont les autres incitants qui ont été mis en place? Il y a des incitants évidemment fiscaux, c'est vrai, pour pouvoir permettre l'acquisition de ces véhicules avec un coût plus faible par rapport à des véhicules essence ou diesel. Mais il y a surtout, je dirais, la vision de promouvoir l'installation des bornes électriques auprès d'installateurs privés. C'est promouvoir cela. À nouveau, les pompes à essence, elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain en Europe non plus. Il y a eu
des soutiens qui ont été mis en place pour permettre cette diffusion, je dirais, du carburant à travers toute l'Europe, qui fait qu'aujourd'hui, vous allez n'importe où en Europe, vous trouvez toujours de l'essence et du diesel. Faisons la même chose pour l'électricité, et je vous garantis qu'on va très très rapidement transformer le parc automobile vers un parc automobile électrique. Et pour ça, il faut vraiment une vision, une volonté commune, que toutes les parties tirent dans le même sens. Et on peut se poser actuellement certaines questions si, dans le contexte urbain, comme par exemple à Bruxelles, ce n'est pas vraiment la voiture, quelle qu'elle soit, y compris électrique, qui est visée et qui pose problème. Parce que c'est difficile d'expliquer le peu de coordination qu'il y a et le peu d'entrain à pouvoir aller à se lancer résolument dans ce changement de paradigme du côté des pouvoirs publics. Et alors, comment est-ce que vous expliquez cette réticence? Il n'y a pas que le changement de mentalité. Il y a aussi le fait que la Belgique soit un État régionalisé, avec beaucoup de matières régionalisées. Est-ce que c'est ça qui est handicapant? Ou en fin de compte, c'est la manière dont le législateur travaille? Pour qu'il y ait l'adoption d'une nouvelle technologie, il faut qu'elle résolve des problèmes concrets pour les gens. Est-ce que nous sommes dans cette configuration? Très clairement. Il faut aussi qu'il y ait un écosystème qui permette... La nouvelle technologie, ce n'est pas juste remplacer un carburant par un autre. Souvent, on voit ça en disant « tiens, je remplace un morceau du modèle, ça va fonctionner ». Non. Quand il y a une nouvelle technologie, pour qu'elle soit diffusée le plus largement possible et qu'elle diffuse ses bénéfices le plus largement, il faut adapter l'écosystème. Et actuellement, nous sommes incapables de pouvoir adapter cet écosystème parce que du côté du morcellement des compétences notamment, nous n'avons pas des infrastructures qui peuvent évoluer pour apporter aux gens les possibilités notamment de recharge, mais aussi une flexibilité adaptée. Alors c'est vrai, Damien, ce que vous disiez, qu'il y a déjà eu des évolutions, mais si on veut vraiment avoir ce mix de mobilité, il faut avoir les adaptations fiscales sur tous les types de mobilité, et alors ces infrastructures qui font pour l'instant défaut. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de moyens des pouvoirs publics, Damien? Je ne suis pas dans les secrets des budgets, mais force est de constater que, de toute manière, voilà, l'électrification, il y a quelques années, c'était encore, et je le vois avec des vendeurs, ou des clients, avec différentes personnes, encore une question de croyance. Certains disent « ce n'est que passager, on reviendra au diesel ou on ira vers autre chose, l'hydrogène, je crois qu'on va en parler ». Mais c'est une réalité de la part des constructeurs, de la part des pouvoirs publics au niveau européen, d'ici que ce soit 2030, 35, 40. De toute manière, on va arrêter de produire des véhicules thermiques. Les constructeurs, du coup, sont déjà occupés à arrêter d'en développer, puisque le développement d'un moteur, c'est plus de 2 milliards. Donc forcément, on va le mettre dans une technologie de l'avenir. Même certains, je lisais encore ce matin, arrêtent le développement de plug-in hybrides pour vraiment complètement se concentrer au full électrique. Donc c'est quelque chose qui, de toute manière, va arriver. Et lorsqu'on regarde, et un dessin vaut mieux qu'un long discours, la carte du Benelux, on voit effectivement que la Hollande est flashy, la Flandre aussi, et puis Bruxelles et Wallonie est complètement différent. Or, il n'y a pas de constructeur wallon, il n'y a pas de constructeur bruxellois. Ce sont les mêmes véhicules qu'on va devoir faire rouler partout. Donc, il faut absolument qu'on trouve des solutions à avoir des bornes. Alors, idéalement, comme on en a discuté avant, des bornes vraiment privatives, de sorte que toute personne, qu'elle soit riche ou pas, propriétaire ou pas, puisse avoir cette même garantie le soir de repartir le lendemain avec quelques kilowatts, même si ce n'est pas énorme. Donc on devra, donc ça c'est dans le monde idéal, mais au moins avoir des bornes publiques, des solutions. Et le budget, la question sur le budget, on vient souvent avec cette question sur le budget, mais on le voit avec les inondations aujourd'hui, on le voit avec les grands travaux, l'État doit aussi innover dans le déploiement et dans le financement de ces infrastructures. On ne parviendra pas à développer dans les 3-4 prochaines années ces infrastructures si on n'innove pas non plus sur leur financement via des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, l'enjeu économique est tellement important qu'il existe suffisamment d'acteurs pour pouvoir faire des partenariats, et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans certains pays, où le groupe Volkswagen a ses initiatives et le fait en partenariat avec les États. Donc la question budgétaire n'est pas et ne peut pas être un frein. Faisons le parallèle avec les opérateurs de mobilophonie. S'il n'y avait pas eu les autorisations pour déployer les antennes 3G d'abord, 4G, aujourd'hui peut-être demain 5G, on n'aurait pas tous un GSM dans notre poche. Or, ça n'a rien coûté à l'État. Ça rapporte à l'État. Donc si l'État, aujourd'hui, délivre les permis d'installation des bornes, ils peuvent même y gagner. Mais aujourd'hui, à Bruxelles, par exemple, il y a un marché public qui a été donné à un seul opérateur qui ne délivre pas, et ce marché public est toujours en place. Et donc d'autres opérateurs qui voudraient installer des bornes dans Bruxelles ne peuvent pas le faire. Donc c'est qu'il y a aussi une volonté politique qui manque
ou alors c'est que la volonté politique est autre, comme vous le disiez Bruno, c'est-à-dire qu'en fait on ne veut plus de voitures du tout. Parce qu'il y a une théorie sur l'occupation de l'espace public qui est défendable. Ça veut dire que la voiture, en se parquant, utilise une partie de l'espace public et qu'elle ne paye pas le juste prix. Mais si ça c'est le problème, il doit aussi être mis sur la table par rapport aux enjeux de pouvoir habiter à Bruxelles quand on y travaille. Sinon, Bruxelles va devenir un grand dortoir de gens qui ont peu de moyens. Et personnellement, je ne veux pas que ce soit l'État qui possède les bornes. Ça veut dire, imaginez demain que c'est l'État qui possède toutes les pompes à essence ou toutes les pompes diesel. On se retrouve dans un État qui joue un rôle complètement différent de celui qu'il joue aujourd'hui. Ce n'est pas son rôle, c'est le rôle des acteurs privés. Donc la problématique que vous pointez aujourd'hui, ce sont les marchés publics, c'est-à-dire que les pouvoirs publics... D'abord la vision, et puis après le moyen de réaliser la vision. Et de remettre en rapport les installateurs et les énergéticiens. Il faut pouvoir aussi équiper les rues des câbles suffisants pour pouvoir amener l'énergie. Donc toutes ces personnes doivent pouvoir se retrouver autour de la même table. Et ça, c'est le rôle du politique. Et Cybèle Gall dit que ce n'est pas un problème bloquant. Hein. Non. Ça veut dire que quand on discute avec Cybèle Gall, ils expliquent que la plupart des rues sont équipées en tension suffisante que pour être c'est un appel du pied de leur pouvoir. Oui. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et là, on voit la complexité rien que sur un axe de la mobilité du futur, qui est l'énergie, la partie électrique. Mais quand on regarde les vrais benchmarks, et on ne va pas revenir finalement sur la Norvège, si ce n'est qu'il y a une ville qui tire vraiment son épingle du jeu, qui est Oslo, qui a été précurseur, on va dire, en matière de multimodalité. Je crois que tout le monde s'accorde sur le fait que le jour où on veut remplacer la voiture, soit effectivement on est en dictature, on va imposer la marche, imposer la trottinette, imposer les transports en commun, soit on donne une autre forme de liberté. Mais on le voit aujourd'hui, le seul moyen de se déplacer d'un point A à un point B de manière sûre, c'était d'avoir les clés d'une voiture et de partir. Si on veut remplacer ce confort-là par un autre confort, il faut alors qu'il y ait pléthore d'offres de mobilité douce, de transports en commun, de taxis, de voitures en libre partage, enfin toute une série d'émaillons de la chaîne, parce que c'est ça, la blockchain existe aussi en matière de mobilité, c'est MaaS, Mobility as a Service. Mais pour arriver à ça, forcément, c'est pas un seul opérateur qui pourra, c'est pas que les pouvoirs publics qui vont dire, il faut vraiment une synergie entre à la fois les transports en commun, les taxis, etc. Si on prend ne serait-ce que les transports en commun, à aujourd'hui, le multi-usage, je ne sais pas si ça porte un nom d'ailleurs des transports en commun, est très 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 complexe. De Bruxelles, on peut aller jusqu'à 11 km en dehors de Bruxelles. Youpi, mais on ne va pas très très loin avec un seul ticket, un seul abonnement. Dans un pays qui est grand comme un mouchoir de poche, c'est fou finalement quand on regarde. Ce serait intéressant de voir quelqu'un qui vient d'un tout grand pays, de voir que d'une commune à l'autre, en un coup, on doit passer d'un opérateur à l'autre. Mais pour reprendre l'exemple des Pays-Bas, aux Pays-Bas, avec la même carte, on peut prendre le train, le bus, le métro, dans tout le pays. Dans tout le pays, et pas juste dans sa ville. Et donc, c'est inspirant. Ce sont toutes ces barrières, justement, à la multimodalité qu'il faut pouvoir enlever. Et je reste convaincu que ce n'est pas parce que nous avons des opérateurs régionaux qu'on ne peut pas y arriver. Mais à nouveau, c'est une question de volonté politique. Il faut arrêter le travail en silo. Oui. Absolument. Et alors, si on regarde le travail en silo du secteur public, il faut les faire travailler en commun, mais aussi pouvoir faire connecter les offres privées sur ces opérateurs publics. Nous avons commencé une initiative il y a maintenant 5 ans de véhicules partagés. Nous avons commencé sur la ville d'Anvers. Ce n'est pas par hasard. D'abord parce qu'il y avait un accueil très favorable du politique, mais aussi des transports publics de la ville. Et nous avons pu relier d'un point de vue technologique les transports publics, donc c'est-à-dire les heures de départ, d'arrivée, le flux, avec la disponibilité de nos véhicules. Ça, pour l'utilisateur, c'est ça qu'il recherche, la mobilité fluide et durable. C'est ça qu'il recherche. À partir du moment où on peut lui donner la garantie que lorsqu'il va se déplacer, il va trouver les moyens de déplacement à un prix convenable, on va aider le fait qu'il change alors ses habitudes. Au plus on met de barrières, au plus on va rendre ça difficile. Et c'est valable aussi pour l'utilisateur professionnel. Imaginez l'utilisateur professionnel qui accepte le mix de mobilité et qui, pour sa journée où il a des rendez-vous, passe d'un mode de transport à l'autre, plusieurs privés, publics, voitures partagées, trottinettes. S'il commence à devoir récupérer tout ce qu'il a payé avec ses tickets et sur ses relevés, et que ce n'est pas automatique avec une carte unique qui permet de faire tout, comment vous voulez que lui, à son niveau, ou que son service comptabilité puisse gérer les choses? C'est ingérable. Mais nous avons une solution. Dans le périmètre d'e-train, il existe une solution pour cela.
Oui, qui commence à voir le jour, effectivement, tout à fait, pour mais il pouvoir faut que les répondre. pouvoirs publics et tous les opérateurs privés jouent. Donc, non seulement les pouvoirs publics doivent pouvoir donner accès, avoir une forme Accès d'open à la data donnée. là-dessus, mais aussi qu'à partir du moment où vous êtes un opérateur, que vous opérez sur un territoire public, vous devez aussi accepter le partage de données. Absolument. Je voudrais revenir à votre petite incursion tout à l'heure sur l'hydrogène. Alors, il y a quelques années, on en parlait beaucoup. On a passé un grand moment sur les bornes électriques et l'électricité. Et qu'en est-il de l'hydrogène? On en est où? Est-ce que c'est une chimère? Est-ce qu'il y a encore de la recherche et développement là-dessus? Est-ce que vous avez des infos? Alors, pour moi, l'hydrogène, c'est un petit peu le monstre du Loch Ness. C'est-à-dire, plein de gens en parlent, pas beaucoup de gens l'ont vu. Donc, c'est une technologie qui existe depuis très très longtemps. On dirait les voitures électriques aussi. Hein. C'est bien antérieur aux voitures thermiques. On remonte à 1850. Donc, l'hydrogène est une technologie. Voilà, la jamais contente en Belgique. Ça remonte à très 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 longtemps. L'hydrogène aussi, c'est une technologie qui est maîtrisée. On doit vraiment faire la part des choses entre l'usage de l'hydrogène pour du stockage ou pour rouler. C'est deux choses complètement différentes. Et entre l'hydrogène tout court et l'hydrogène vert. L'hydrogène a du sens à partir du moment où il est vert. Sinon, on ne serait jamais que remplacer un pistolet de carburant aujourd'hui par un autre pistolet de carburant, puisque l'hydrogène est fait aujourd'hui à 97% sur base de matières fossiles et en plus de ça du gaz. Le gaz, pour l'instant, on entend parler, on a une idée de la direction que ça va prendre au niveau du coût. Ça, c'est un problème. Puis, pour revenir sur l'autre point, l'hydrogène en matière de stockage a du sens, puisque si on produit, il faut bien pouvoir le stocker. Par contre, un véhicule hydrogène, ça va être encore très 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 compliqué, ne serait-ce qu'au niveau du rendement. On n'a pas du tout le même rendement qu'avec un véhicule électrique. Ça demande énormément de matières premières. On parle souvent des batteries comme étant problématiques sur les voitures électriques. Il faudrait peut-être parler aussi de comment on fait une pile à hydrogène et comment on stocke. Quel type On de stocke matière pas, on doit voilà, utiliser. tout à fait. On ne stocke pas de l'hydrogène comme on stocke du carburant. Ça demande énormément simplement de matériaux. Et puis, on parle, mais dans la même période où je vois que tous les constructeurs sont occupés à aller vraiment vers le 100% électrique avec des dizaines de modèles, et on trouve aujourd'hui même des modèles très démocratiques, on ne va pas faire la publicité, mais prenez un véhicule très très populaire, une sous-marque de Renault, vous pouvez avoir c'est moins de 200 km, mais voilà, on va arriver à avoir des voitures électriques. Donc, bref, il y a un énorme développement de l'offre au niveau des véhicules électriques. Dans la même période, il n'y a que 2-3 constructeurs, tous plutôt du côté asiatique, où le biotope est complètement différent aussi, où l'hydrogène, lui, se développe. Mais si on analyse le plan de relance financé par l'Union européenne, il y a énormément de projets d'hydrogène. Donc en Belgique, on a la chance d'avoir le projet Columbus avec Cockerill, Carmeuse et ENGIE. La volonté aussi d'être capable de piéger du carbone pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène dit vert. Et donc je pense qu'il ne faut pas écarter cette possibilité. Mais on ne peut pas attendre que l'hydrogène soit mûr, passe d'une technologie à une technologie adaptée à la mobilité facile pour pouvoir prendre des décisions. Donc ça veut dire qu'il faut raisonner par type de courbe. On est dans une courbe de développement aujourd'hui et on sait que quelque part l'hydrogène va arriver et qu'on va pouvoir en parler si on améliore les processus d'électrolyse, si on améliore aussi la capacité de les localiser près de sources d'énergie verte. On peut aussi avoir une vision encore plus globale et imaginer que la maison qui est pas en milieu urbain, puisse avoir son réservoir d'hydrogène et puisse à ce moment-là pouvoir connecter la voiture aussi. Ça existe depuis une dizaine d'années, il y a plus que des prototypes qui tournent, donc il va se passer quelque chose avec l'hydrogène et on ne peut pas rayer l'hydrogène de la carte à moyen terme. En attendant, on a besoin des solutions demain matin. Tout à fait. On a besoin des solutions demain matin et aujourd'hui, la solution tout de suite disponible, c'est l'électrique. Oui. Tout à fait. Parce que je reviens sur le réseau, l'électricité, elle existe, elle est présente à peu près partout en Europe. Et maîtrisée. Et c'est très facile de pouvoir donc accéder, à nouveau si on donne les autorisations, à une prise. Accéder à un réseau hydrogène sera un peu plus complexe. Et puis, le propre d'une technologie mature, en général, c'est les prix baissent. Et aujourd'hui, que ce soit sur les moteurs électriques, sur les batteries, les prix ont fortement baissé. Absolument. Ça veut dire qu'on est plus dans l'enjeu de la production et surtout de la distribution, le X c'est la distribution, que dans un enjeu de moteurs électriques ou de stockage dans des batteries, dans des voitures. Denis, je vous laisse le mot de la fin. Il nous reste 1 minute 55. Écoutez, moi, le mot de la fin, c'est que je suis particulièrement optimiste parce que je pense que toutes les pièces du puzzle existent. Mais ce qu'il nous faut maintenant, acteurs privés, acteurs publics,
c'est de mettre ensemble ces pièces du puzzle pour pouvoir proposer effectivement cette mobilité fluide et durable à laquelle aspirent nos concitoyens. Damien ? On n'arrivera à changer les choses qu'avec, je pense, des incitants positifs. On a beaucoup cité l'exemple de Bruxelles, alors que nous sommes très très loin aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu la situation de Bruxelles, on voit des zones 30, on voit des réductions de bandes de roulement, augmentation du coût, diminution des parkings, péage urbain, une fiscalité, il n'y a pas de bornes, etc. On a l'impression qu'on contraint l'actuel utilisateur à lâcher les clés, à lâcher le volant. C'est très très bien si en même temps il y a un vrai développement d'une offre alternative de style multimodalité et vraiment donner des choses, rendre tout simplement les transports en commun gratuits ou d'autres formes de mobilité gratuites pour au moins compenser ce problème. Bruno ? Moi, je plaide pour un véritable contrat entre le citoyen, entre les entreprises et entre l'État sur la mobilité de demain. Et on a besoin de pouvoir négocier ce contrat le plus vite possible. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce passionnant débat sur les défis de la mobilité. Je vous remercie. Denis Gorteman, vous êtes CEO de D'Ieteren. Bruno Wattenberg, ambassadeur de l'innovation chez EY. Et Damien De Rohan, expert en mobilité du futur et CEO chez Romax Consult. Et quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.